Bonjour à tous, c'est Wizerty. Pour ce deuxième test de la GTX 980 Ti Matrix d'Asus, je vous propose de commencer par un petit tour sur GPU-Z. Alors GPU-Z regorge d'informations utiles à propos de la carte. On voit par exemple le nom de la carte, GTX 980 Ti, le vendeur, Asus, et bien entendu le type de BIOS qui est installé. Information importante, l'interface. Donc la carte est capable d'utiliser une interface PCI Express 3.0 en 16X, mais on voit qu'actuellement la carte tourne donc en 16X 1.1. Alors pas d'inquiétude, il s'agit uniquement d'un mode d'économie d'énergie qui s'active lorsque la carte est au repos. Donc on va lancer un petit test qui va forcer la carte à sortir de ce repos pour vérifier que l'interface 3.0 est bien active. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation et de demander donc le début du test. Alors on voit qu'aussitôt le test lancé, le GPU donc quitte son mode repos et économie d'énergie pour passer à ses fréquences 3D, et puis l'interface bascule bien de 1.1 à 3.0. Alors pour être en 3.0, il faut bien entendu que votre carte mère soit configurée pour et qu'elle soit compatible. Je mets en suspens le test de rendu, on y reviendra plus tard. Et puis on va voir donc la quantité de RAM embarquée, donc dans notre cas 6 Go, et puis le type de mémoire, donc de la GDDR5 de type Hynix. Alors Hynix, c'est le fabricant des puces mémoire qui sont embarquées sur la carte. Il existe deux fabricants, on va dire, principaux sur ces 980 Ti, Hynix et puis Samsung. Autre information, le driver qui est utilisé, donc pour nous il s'agit du 361.43 et puis le système d'exploitation, donc Windows 10 en version 64 bits. Pour finir, donc les informations sans doute les plus importantes, la fréquence du GPU ainsi que la fréquence de la RAM. Et puis une estimation, on va dire, du boost, mais qui est à prendre avec des pincettes car l'information n'est pas toujours juste. Donc pour ce boost justement, ceux qui ne connaîtraient pas encore cette fonctionnalité, on va dire d'NVIDIA, la carte est prévue pour fonctionner donc à 1216 MHz, c'est la fréquence imposée par Asus. Mais si la carte est en dessous d'une certaine consommation, en dessous d'une certaine température, Nvidia va lui permettre de tourner plus vite pour avoir des performances plus élevées. C'est ce qu'on appelle donc la fréquence de boost. Pour vérifier cette fréquence de boost, on a un onglet dans GPU-Z qui s'appelle Sensor et qui va reprendre beaucoup d'informations telles que les fréquences, les températures, les vitesses des ventilateurs et bien d'autres choses. Et puis on voit par exemple que sur la ligne GPU Core Clock, la fréquence est de seulement 135 MHz, donc la carte est au repos. Et si on lance le test de rendu, la carte va passer en mode 3D avec ses fréquences de boost qui est donc pour cette matrix de 1442 MHz. Alors la fréquence de boost n'est pas garantie, elle peut varier d'une carte à l'autre et puis d'une utilisation à l'autre. C'est-à-dire que le test de rendu de GPU-Z n'est pas très violent et donc la carte reste sous les seuils imposés par Nvidia en termes de température et de consommation. Le boost est donc maximum. En revanche, sur des tests vraiment très difficiles ou lorsque la température sera plus élevée, il se peut que le boost soit ralenti et que la carte tourne par exemple à 1400 MHz, 1300 MHz et descende jusqu'à 1216. Alors pour juger des performances de la carte graphique, on va utiliser des benchmarks. Alors les benchmarks sont des petits logiciels qui vont simuler des jeux vidéo et demander à la carte graphique de calculer des rendus d'images. Et puis en fonction du nombre d'images par seconde que la carte est capable de calculer, le benchmark va nous attribuer un score. Donc plus le score sera élevé, plus la carte est performante. Alors en termes de benchmark, on va utiliser aujourd'hui le dernier Firestrike en mode ultra. Alors le mode ultra, pourquoi? Puisque c'est celui qui sera le plus dépendant de la carte graphique et le moins dépendant du processeur. Donc comme vous n'aurez pas tous le même processeur que moi, autant utiliser une configuration qui va mettre un petit peu le processeur de côté et qui va vraiment se concentrer, on va dire, sur les performances de la carte. On lance donc Firestrike Ultra et puis on se retrouve dans quelques instants pour le résultat. Voilà, donc on vient de finir le benchmark Firestrike Ultra, donc en mode 4K. Le score pour cette carte graphique est de 4793 points pour le total. Et ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est le score graphique qui est lui de 4721 points.
Alors, autre information importante, GPU-Z tournait pendant l'exécution du benchmark et on va donc pouvoir voir les fréquences de boost tout du long du test. Alors, au début du GT1, la fréquence était d'environ 1392 MHz et puis elle a oscillé jusqu'à 1380 et 1400. Donc on va dire 1390 plus ou moins 10 MHz. Au niveau du GT2, qui est un petit peu plus facile pour le GPU, on était à 1442 MHz, 1430, 1417. Voilà. Donc en gros sur le GT2, on était à 1400, on va dire 30 plus ou moins 10 MHz. Pour la température maintenant, sur le GT1, on a eu une pointe à 54 degrés et sur le GT2 à 58 degrés. Sur la vitesse des ventilateurs, donc tout durant le GT1, les ventilateurs sont restés à 26%, ce qui est la fréquence minimum sur cette carte, et qui correspond, on l'a dit tout à l'heure, donc à 1000 tours par minute. À la fin du GT2, la température augmentant un petit peu, les ventilateurs se sont accélérés, et puis ont atteint 38% de leur vitesse maximum, ce qui correspond à 1100 tours par minute. Alors 1100 tours par minute, c'est relativement silencieux, on n'a toujours pas de soucis à se faire. Alors, on vient de juger des performances de la carte à stock, c'est-à-dire à ses fréquences d'origine, telles qu'Asus nous l'a livré, mais on sait que la carte peut être overclockée. Pour cela, on va donc regarder du côté de GPU Tweak 2 pour découvrir les paramètres que l'on peut modifier pour améliorer les performances de la carte. Alors sur la partie gauche de GPU Tweak, il y a tout ce qui concerne le monitoring. Ça ressemble un petit peu à la partie sensor de GPU-Z et on voit un nombre important de graphes. Alors pour rendre cette partie plus claire, vous avez un bouton ici qui va vous permettre de changer l'ordre des graphes et également de désactiver ceux qui ne vous intéressent pas. Dans un premier temps, on va conserver uniquement ceux qui ont rapport avec le GPU, donc le GPU clock, le GPU température et puis le fan speed. On va désactiver donc tous les autres, conservant tout de même le power target. Une fois que vous avez choisi donc les graphes que vous souhaitez afficher et que vous avez réorganisés, il suffit d'appuyer sur Apply pour que pour que ces réglages soient mémorisés. Sur la partie gauche maintenant du logiciel, on a plusieurs modes préétablis pour l'overclocking. Alors on va tout d'abord aller dans le Professional Mode pour activer le Always 3D Clock. Alors c'est une fonction qui va permettre à la carte de rester tout le temps à ses fréquences maximum et de plus passer en mode économie d'énergie. Alors pour un PC on va dire standard, c'est pas forcément intéressant. En revanche, si vous overclockez ou comme ici vous voulez montrer donc les fréquences maximum de la carte, c'est intéressant que celle-ci reste toujours haute et ne passe pas en économie d'énergie. Autrement, on ne peut pas vraiment voir l'influence des paramètres. Donc on clique dessus, alors là votre écran va devenir tout noir, faut pas paniquer, vous le verrez peut-être pas donc sur la vidéo puisque c'est avec une carte externe. En revanche, votre écran principal lorsque vous appliquerez va devenir tout noir et réapparaît donc au bout de 3 ou 4 secondes. On peut voir que le procédé a fonctionné puisque maintenant le corps tourne donc à pleine vitesse. Il était à 135 MHz et donc maintenant il est à 1467. On repasse sur le mode simple pour le moment et puis on va activer l'OC mode. Donc en activant l'OC mode, on voit que la fréquence est de 1443 et puis ici on voit un petit pictogramme qui nous indique que ce mode favorise les performances au détriment de la température et du silence. Juste à côté, le gaming mode va lui être un bon compromis donc entre température, silence et performance, et on voit que ce mode fait passer la fréquence du corps à 1417 MHz. Et enfin, dernier mode préétabli par Asus, le silence mode, qui favorise donc le silence au détriment des performances et de la température. Et donc sur ce mode, les fréquences tombent à 1391 MHz. Alors, si jamais les paramètres proposés par Asus ne vous satisfaisaient pas, il est possible de les modifier indépendamment les uns des autres par l'intermédiaire du Professional Mode. Dans ce mode, beaucoup de réglages sont disponibles et je vous conseille de désactiver tous ceux que vous ne voulez pas modifier pour vous faire gagner du temps et pour éviter de faire des boulettes.
Donc pour supprimer un paramètre, il suffit de le décocher et de réorganiser les autres. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder et vous revenez donc à la page principale. Alors on va voir par exemple qu'au niveau de la fréquence du GPU, on est bloqué à plus de 163 MHz. Alors c'est déjà relativement important et je doute que vous ne puissiez atteindre cette limite en R, mais si tout de même vous étiez bloqué par ce réglage, il est possible de le déverrouiller et d'aller au-delà des limites proposées par le logiciel en allant dans les options et puis en cochant cette option. Une fois cette option cochée, vous appliquez, là l'ordinateur va se freezer pendant quelques secondes, on voit qu'il ne répond plus, il faut juste patienter le temps que les paramètres soient appliqués et puis on peut revenir. Et une fois cette option cochée, on voit qu'on peut aller jusqu'à plus 1317 MHz au GPU, autant dire que là même sous azote liquide, vous n'y parviendrez jamais. Alors, en termes de bridage toujours, on a les paramètres de voltage. Et on voit que même avec cette option cochée, on ne peut pas aller à plus de 50 mV, plus 50 mV, ce qui est relativement sûr pour la carte, vous ne risquez pas du tout de l'endommager en mettant plus 50 mV, mais c'est un bridage qui provient d'NVIDIA. Donc là, pour pouvoir passer outre ces plus 50 mV, la seule solution, c'est de basculer sur le BIOS LN2 et de souder les deux petits pads en cuivre pour déverrouiller la carte. Donc ça annulera votre garantie, par contre vous pourrez mettre des voltages vraiment très hauts de l'ordre de 1,6, 1,7 voire 1,8 volts. Autre bridage qui a son importance, le Power Target. Si vous restez sur le BIOS classique ou que vous ne soudez pas les pads LN2, vous ne pouvez pas monter au-dessus de 110%. Alors pourquoi le Power Target est important? C'est lui qui va dire à la carte si elle peut utiliser son boost maximum ou si elle doit baisser ses fréquences. C'est-à-dire qu'avec un Power Target haut, type 110% voire plus, la carte sera en boost maximum plus souvent et donc les performances seront plus importantes. Une fois le mode LN2 et les pads soudés, le Power Target peut aller jusqu'à plus de 200%. Enfin, le dernier paramètre qu'il est important de pouvoir modifier, c'est la vitesse des ventilateurs. Donc 3 modes sont disponibles, le mode automatique qui va faire varier la vitesse des ventilateurs en fonction de la température, le mode manuel qui va fixer les ventilateurs à une fréquence fixe, que la carte soit utilisée ou pas, les ventilateurs resteront à cette vitesse, et enfin le mode défini par l'utilisateur qui va vous permettre de faire des petites courbes pour demander à la carte de démarrer, au ventilateur de la carte de démarrer seulement à partir d'une température, et puis vous pouvez régler des seuils de vitesse en fonction de la température. Pour en finir avec ce logiciel, grosse innovation d'Asus, la possibilité d'inscrire les paramètres d'overclocking directement dans le BIOS de la carte, ou plus précisément dans une puce iROG qui va se charger de réappliquer les paramètres à chaque démarrage de la carte. Donc avant, lorsqu'on overclockait, il fallait à chaque démarrage de Windows aller réappliquer nos paramètres manuellement, ce qui était assez ennuyeux. Ensuite, on a eu la possibilité de demander au logiciel de se lancer automatiquement et d'appliquer les paramètres tout seul. Et donc là, c'est l'étape suivante. Donc on va pouvoir enregistrer nos paramètres dans une puce qui est physique sur la carte, et c'est elle qui fera automatiquement le chargement de ces paramètres dans le BIOS de la carte. Alors l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez donc burn vos paramètres dans le BIOS, vous n'avez même plus besoin du logiciel, vous pouvez le supprimer si vous avez envie. La carte utilisera toujours les paramètres que vous lui avez imposés. Pour utiliser cette fonction, il faut préalablement créer un profil. Donc là, je vais faire un profil bidon juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on overclock, on modifie un petit peu tout. On applique son profil. Bien évidemment, on vérifie que celui-ci est stable. S'il n'est pas stable, n'essayez pas de le mettre dans le BIOS de la carte graphique parce que le chargement va échouer à chaque fois. Donc une fois que votre profil a été réalisé, jouez plusieurs heures, faites des benchmarks, assurez-vous qu'il est 100% stable et une fois que vous êtes sûr de votre coup, il suffit de cliquer sur Burn. Vous voyez un aperçu de ce que vous vous apprêtez à enregistrer dans le BIOS, vous cliquez sur Burn, et à chaque démarrage de votre ordinateur, donc la puce iROG va charger ses paramètres dans le BIOS, et donc pour vous ça sera transparent, votre carte arrivera toujours sous Windows overclockée. Si jamais vous aviez demandé des paramètres qui n'étaient pas stables, donc vous n'avez pas suivi le conseil, vous avez appliqué un profil sans vous assurer qu'il était stable, c'est pas la mort non plus. Il suffit de cliquer sur le bouton Safe Mode qui est donc à l'arrière de la carte. Je vous ai présenté cette fonction dans la partie 1 de ce test.
Vous appuyez donc sur le bouton Safe Mode, la carte va démarrer en mode sans échec, on va dire. Vous allez alors dans GPU Tweak, et là la version de GPU Tweak va être un petit peu différente, il va détecter le Safe Mode, et il va vous permettre donc de restaurer les BIOS tels qu'ils étaient donc à la livraison de la carte, donc remettre des BIOS usine. Une fois que vous avez fait ça, donc vous éteignez la carte, le Safe Mode se désengage, et puis vous êtes libre de recommencer avec des nouveaux paramètres. Alors maintenant qu'on a découvert donc le fonctionnement de GPU Tweak, on va pouvoir passer à l'overclocking à proprement parler de ce GPU. Pour cela, je vais lancer Unigine Even en mode fenêtré. Alors pourquoi ce logiciel plus qu'un autre? Parce qu'il est relativement long, et donc il va nous permettre de pouvoir prendre notre temps pour trouver les paramètres idéaux, et puis il est assez rude pour le GPU et la mémoire, et va donc nous permettre de trouver une pseudo-stabilité. Il est plus intense que Firestrike, donc si on trouve des paramètres stables sur Unigine, ils seront stables sur Firestrike. Donc je le lance en mode fenêtré, et puis je vais aller dans le mode professionnel mode, je vais commencer donc à augmenter les fréquences par petits paliers. Alors au début, je me doute que la carte a une certaine marge d'overclocking, donc je vais mettre plus 30 d'un coup, et puis au fur et à mesure où j'approche de la limite supposée de la carte, je vais y aller plus doucement. J'augmente également le power target pour essayer de stabiliser le boost. Donc on voit qu'à 1473 MHz, le logiciel tourne toujours, donc le benchmark tourne toujours. On va donc mettre plus 20 MHz de plus, ce qui donne plus 50 par rapport aux fréquences d'origine. Donc là on est juste en dessous des 1500, 1493, et c'est toujours stable. Alors le gain sera plus bas parce que la matrix est vraiment déjà overclockée de manière très importante d'usine, et donc le gain potentiel est plus faible qu'une carte qui ne serait pas du tout overclockée d'usine. Mais voilà, on est déjà quasiment à 1500 MHz au corps. On met 10 MHz de plus, donc on a passé la barrière des 1500, et puis on ne va pas trop vite pour laisser à la carte, on va dire 10-15 secondes entre chaque step, pour essayer de voir à quel moment elle va planter. On passe à plus 70, donc toujours pas de plantage en vue, plus 80, voilà, donc plus 80, ça semble être la limite sur ce test avec ce voltage. Donc là, on avait toujours les ventilateurs en automatique, donc la carte qui chauffe, on va dire un peu plus, puisque les ventilateurs sont pas très rapides. Et puis le voltage d'origine, donc on peut espérer avoir une marge plus importante en touchant au voltage. Sur certaines 980 Ti, augmenter le voltage est pénalisant, et donc on va pouvoir overclocker moins. Sur d'autres, cela va aider, et sur d'autres encore, il faut même le baisser. Donc si vous voulez vraiment trouver les performances max de votre carte, jouez avec le voltage en plus, en moins, pour voir comment réagit votre GPU. Alors on prend les mêmes et on recommence, mais ce coup-ci on va s'intéresser à la RAM. Donc on repasse dans le professional mode, on remet le power target à fond, et puis on va commencer à modifier la fréquence de la RAM. Alors où est-ce que la fréquence de la RAM est? J'avais dû la désactiver. Alors memory clock. Voilà. Alors, donc on est maintenant à 7298 MHz. Donc pour trouver la fréquence, il faudrait donc diviser par 4. L'idéal c'est d'arriver à 8000, comme ça 8000 divisé par 4, c'est facile, et puis on sait où on en est. Donc on va continuer à monter. Donc là, je monte relativement vite parce que je sais que le gain d'overclocking sur ce genre de carte est relativement gros. Donc on va pas perdre trop de temps avec des fréquences qui sont certainement stables. Et puis on va essayer de s'approcher directement du but. Et comme tout à l'heure pour le GPU, une fois qu'on approche de fréquences qui sont très élevées, on va commencer à ralentir un petit peu la vitesse à laquelle on monte pour laisser à la carte le temps de planter éventuellement. Alors on approche tout doucement des 8000, donc 8000 ça représenterait donc 2000 MHz à la RAM. Allez, prochaine étape, les 2000.
Voilà, donc là actuellement le benchmark tourne, alors le GPU est à stock, hein, puisque là on se concentre sur la RAM, donc on n'a pas touché la fréquence du GPU, mais on voit donc sur le monitoring que la RAM tourne effectivement donc à 2 GHz. Elle n'a pas planté, donc tant qu'elle ne plante pas, comme pour le GPU, on continue à monter. On fait des petits paliers de 50 MHz. Alors 50 MHz divisé par 4, hein, toujours. 8100, ça semble stable. 8150 aussi. On va appliquer 8002. Donc voilà pourquoi il faut un logiciel qui est relativement long. Firestrike ne convient pas puisqu'il dure vraiment, je crois, c'est 20 ou 30 secondes. Et donc le temps de commencer à augmenter les fréquences, il a déjà fini. Et donc il faut perpétuellement le relancer, le redimensionner. C'est assez pénible. Donc là, voilà, j'allais dire là on a vraiment de la très bonne RAM, donc le logiciel a fait une petite saccade. Donc là quand le logiciel fait des saccades comme ça, c'est qu'on est proche du bout. Et en général le score va être moins bon puisque le logiciel perd des FPS. Donc c'est un réglage qui est à éviter, quoi. On est vraiment à la limite de la carte. On continue de monter jusqu'au plantage, sait-on jamais. Bon, là, on commence à atteindre des fréquences donc, qui sont vraiment très intéressantes et qui sont presque surprenantes pour de la mémoire Inix. Donc, c'est une carte qui est vraiment très douée en overclocking. Voilà, donc on a fini par atteindre donc la limite. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que la carte sera 100% stable à 8500, mais si on sait qu'elle est capable de tenir 8550 ou 8500 en benchmark pendant quelques secondes, ça nous donne un objectif pour pouvoir affiner. Si on commence à affiner de 7600 et qu'on monte par palier de 2 MHz, avant d'arriver à 8500, on va y passer quelques journées. Donc voilà, maintenant on a notre objectif et au prochain reboot, on va pouvoir essayer de faire donc, du Firestrike avec les fréquences que l'on a trouvées. Et voilà, donc le test vient de se terminer, la configuration une fois overclockée a atteint 5110 points, dont 5038 points pour le score graphique. Tout à l'heure on avait eu 4721, donc ça nous donne en gros un gain de 300 points. On arrive au terme de cet article qui était dédié, donc pour rappel, à la GTX 980 Ti Matrix. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous sur ce test et je vous dis à très bientôt. Un petit mot maintenant au niveau de la configuration de test. On a une carte mère de la série ROG, une Rampage 5 Extreme, qui est montée avec un Core i7 5930K. Alors pour refroidir le processeur, on a un water cooling de marque EK. Et puis sur la carte mère, donc un kit Quad Channel de Corsair, des Vengeance LPX, kit qui est un petit peu particulier puisque Corsair me l'a envoyé avec le tag Wizerty directement dessus.